Salut à tous, Steve Savio sur la Neos TV et je suis à nouveau cette semaine avec Kevin Ansar, le revenant. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu, comment tu vas? Bah, ça va super, ça va super. Je suis très content d'être ici. Ouais, moi aussi, je suis très content qu'on soit ici tous les deux, on est pas mal. Alors, des gens veulent savoir si mon bonsaï va toujours bien, on est toujours pas mal là. Il est toujours vert, il a l'air heureux, voilà, vous l'avez vu. C'est le petit fil rouge, ou le fil vert si tu veux, ce bonsaï. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un truc génial et en plus, je me suis laissé dire que ça allait être un premier épisode qui va en amener d'autres derrière. Nous allons découvrir Terraform. Ta-ta-ta. Avec le nom déjà, il est génial. C'est ça. Aujourd'hui, on est là pour découvrir Terraform. Donc, c'est Oh un putain, outil attends, d'infrastructure. le Oui. mec il lance Oh, directement de pardon, secondes. pardon, pardon. Mais je suis pas encore sur le truc de démo, enfin de slide. C'est bon, vas-y. Je Pardon, sens que pardon. tu es dans les starting blocks là, on est parti. Voilà. Terraform à donf. En fait, Terraform, c'est un outil Salut monsieur d'infrastructure. soutien. Sur le chat, Oui, pardon, je t'ai un peu coupé. Excusez-moi, je dis il n'y a bonjour pas aux de gens. souci. Hein. Peut-être toi tu es mal poli, mais moi je dis bonjour. Non, Allez, il n'y vas-y. a pas de souci, il n'y a pas de souci. Du coup, l'infrastructure, en fait, c'est un outil d'infrastructure as code, Terraform. Donc, déjà, on va voir ce Mhm. que c'est l'infrastructure as code. Déjà, En fait, s'il te plaît. c'est une manière, en fait, de déployer un environnement, de déployer une infrastructure. Avant, on le déployait de manière manuelle, donc soit on allait via le cloud, soit on passait via le CLI, par exemple sur Azure ou AWS. En fait, l'infrastructure as code, du coup, ça va nous permettre de coder via en fait un langage en particulier. Ça peut être le YAML, ça peut être du JSON, ça peut être plein de langages en question. Et en fait, ça va être interprété et le langage va nous servir, enfin l'outil Terraform par exemple va nous servir à communiquer directement avec les API de provider. On verra par la suite Mhm. comment ça fonctionne plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, avec l'infrastructure as code, pardon, on a des configurations dans des fichiers avec des spécifications spéciales, par exemple de telle taille ou telle taille de VM, tel type de réseau, etc. Et nous, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc avoir un fichier de configuration avec toutes ces informations-là dedans. Et au moment où on veut redéployer ou on veut déployer notre infrastructure, il nous suffit en fait d'exécuter notre code et les configurations seront faites sur Azure directement. Ok, Bien entendu, si on y apporte ça me des... va, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est Tu peux plutôt cool. continuer. Et du coup, qu'est-ce que Terraform vient faire là-dedans? En fait, Terraform, c'est un outil, c'est un logiciel qui est qui fait de l'infrastructure as code, qui est open source. Il a été développé en Go et en fait, il a été créé par une entreprise qui s'appelle pardon, HashiCorp. En gros, la spécificité de Terraform, c'est que on va pouvoir, en fait, déjà, il est de manière, la configuration est déclarative, donc ce qui veut dire que on va avoir dans l'ordre d'exécution ce qu'on veut créer, et on va simplement déclarer ce qu'on veut créer. Et le langage utilisé, donc on peut utiliser du JSON, mais par convention, on utilise surtout du HCL, donc c'est le langage officiel de Terraform. Et en fait, comment ça fonctionne? Bah, en fait, Terraform va être installé sur votre ordinateur. Il va en fait appeler un provider, donc par exemple Azure ou AWS, et il va en fait appeler les API de ce provider-là pour créer des ressources qu'on a souhaitées. On a une question, première question. Est-ce Oui. que c'est similaire, on pourrait dire, aux API VRA de VMware? Alors, pour le coup, je ne connais pas du coup tous les API, Et voilà, les API de VMware, pas de mais souci. ça ressemble à Ansible, pour ceux qui connaissent. Et C'est à peu voilà, près le même principe. prends ça comme réponse et puis Ansible. tu fais au mieux. Oui, c'est ça. C'est bien, vas-y, continue. Du coup, comment fonctionne réellement Terraform? Donc, on va avoir en fait sur notre PC des fichiers qui s'appellent .tf, donc qui est l'extension de Terraform, et on va configurer ces fichiers, on va créer en fait les ressources qu'on veut à l'intérieur, et ensuite en fait Terraform va aller interroger ce qu'on appelle un TF state, en fait qui est l'état dans lequel se trouve notre déploiement par rapport au dernier déploiement. On verra par la suite comment ça fonctionne, c'est un peu compliqué, ça s'appelle l'idempotency ou l'idempotence en français. Et en fait, ça nous permet de savoir s'il y a des modifications ou non à apporter sur Azure, par exemple. Imaginons on déploie une VM avec tant de gigas de mémoire ou des choses comme ça. Si on veut en redéployer une seconde, donc on recrée en fait une autre configuration pour créer une seconde VM, ce qui va se passer, c'est que lui, il va aller interroger cet état. S'il voit qu'il y a une différence, il va aller en fait ajouter la différence sur Azure ou sur AWS. À l'inverse, s'il n'y a pas de différence, en fait, le code ne va pas être réexécuté.
Et ça, c'est très important parce que ça nous évite d'avoir des VM, d'avoir des erreurs parce qu'on essaye de redéployer une VM qui est déjà existante. Mais au-delà de ça, ça nous évite, enfin, ça économise énormément de temps lors du lancement. Ok. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que pour créer un fichier de configuration avec Terraform, on utilisait le HCL, donc en fait, qui veut dire HashiCorp Configuration Language. Il est utilisé dans pas mal d'outils HashiCorp en réalité, Mhm. pardon. Et en fait, le but d'HCL, c'est d'être compréhensible autant par un humain que par une machine. En gros, on veut que ce langage, il puisse être édité et compris par un humain autant que par des machines. Et donc, ce langage, il est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir, via Ansible, par exemple, parfois déclencher des Terraform, parce qu'Ansible, ça peut être un concurrent de Terraform, mais ça peut aussi venir compléter Terraform. On Mhm. verra que dans d'autres épisodes que, en fait, Terraform ne propose pas tout ce qu'Ansible propose et inversement. Et donc, en fait, on peut l'appeler directement via Ansible grâce à ce langage-là. C'est très intéressant. Hop. Tout à l'heure, je vous ai dit que le TF State, c'était ce qui regroupait notre état, donc où on en était, qu'est-ce qu'on avait déployé, et ainsi de suite. Un fichier TF State, ça ressemble un peu à ça. Donc, on va avoir plusieurs informations. On va avoir donc la version. C'est le nombre de fois qu'on a effectué un changement. À chaque fois, il va rajouter plus un à la version, tout simplement. Donc là, tout en haut, on voit qu'il y a version 2.3, donc ça veut dire qu'on est déjà à la troisième version, qu'on a déployé déjà trois choses différentes. Et ensuite, on va pouvoir voir nos différentes choses. Donc on va avoir par exemple l'output. Donc l'output, c'est ce que Terraform nous affiche. Et les ressources. Donc là, par exemple, tout en bas, on voit on a créé une AWS instance, tout simplement. Il faut savoir que Terraform, de base, il a été créé pour AWS au tout début. Et AWS ont eu beaucoup de développeurs qui travaillaient sur le sujet. Donc, tous les exemples de Terraform, par défaut, sont en AWS, mais aujourd'hui, ils fonctionnent très très bien avec n'importe quel cloud provider. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On peut l'utiliser vraiment sur tout. Les concepts de Terraform, donc ça va être une partie un peu importante. En gros, on va voir à peu près comment ça fonctionne, quelles ressources on peut déployer et un peu le type de langage, comment ça s'utilise réellement. Donc, par exemple, les ressources sous Terraform, c'est en fait des éléments qu'on va pouvoir déployer. Chaque bloc de ressources, en fait, ça décrit un objet d'infrastructure. Donc, typiquement, ça peut être une VM, comme on peut le voir là dans l'exemple. Comment ça se Mhm. traduit? On a en fait on a un- on a une syntaxe assez particulière. On va mettre simplement ressources, le nom en fait de l'instance qu'on veut, le nom du provider qu'on veut. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est une AWS instance. Donc, on veut utiliser AWS et on va lui donner un nom. Pourquoi on va lui donner un nom? Parce que à ça, grâce à ce système de noms et de nommage de, entre guillemets, variables, on va pouvoir aller récupérer des informations sur ce déploiement de notre, par exemple, là, notre VM. Ensuite, on va pouvoir préciser, donc, un bémol que les gens peuvent trouver à Terraform aujourd'hui, c'est que, effectivement, en fonction du provider, le code change. On peut pas garder le même provider Mhm. on peut pas garder le même code pour trois providers différents. Chaque provider a ses codes, chaque provider a ses sizes de VM et ainsi de suite. Donc en fait, il faut réadapter notre code à chaque fois. Là, on Et voit on est bien que d'accord, pardon, on est bien oui, d'accord que pour pouvoir arriver à implémenter AWS Instance, tu vas du coup télécharger un plugin Terraform fourni par Amazon. C'est bien ça? c'est ça. En fait, alors non, tu as besoin de rien télécharger. Tu vas juste lui préciser qu'en gros, toi, tu veux communiquer avec AWS et Mhm. Terraform, lui, le CLI, il va directement savoir qu'il doit communiquer avec les API d'AWS, Ok. tout simplement. Et du coup, là, en l'occurrence, on va lui préciser qu'on veut déployer une VM et ensuite, on va lui préciser la taille. Donc, tout en bas, on voit le T2.micro. Ça, c'est la plus petite taille de VM qu'on peut déployer sous AWS. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du lancement, quand on va le lancer, Terraform, lui, il va lire ça. Il va dire, OK, donc moi, ce que je dois faire, c'est communiquer avec les API d'AWS. Je dois créer donc tel type de données. Donc là, en l'occurrence, une toute petite VM et je vais stocker mon retour et je vais stocker ce que j'ai déployé dans Web. Et donc, en fait, il va appeler les API, il va créer notre ressource et ensuite, hop, dans Web, ça sera bon. Euh, pour initialiser des providers, on va avoir parfois des configurations à faire, notamment pour se connecter ou des choses comme ça.
aux API. Ça, on le verra dans un autre épisode quand on le mettra en pratique réellement. On a une question de Oui. DGU2 Lyon, un mec très griffu. Est-ce qu'on peut se constituer un repo de VM type, entre guillemets type, que l'on peut cloner ensuite et ajouter du spécifique? Ou doit-on repartir de zéro? Ou alors est-ce que c'est dépendant du provider? En gros, j'imagine que tu vas faire tes petits scripts là. Je crois que je t'ai perdu, ami, sur la caméra. Tu es tout figé. Ah, ça y est, ça y est. Tu étais tout figé, mais ça va bien. Tu étais tout comme ça va bien. Oui, est-ce que tu vas pouvoir réutiliser tes scripts de déploiement? Oui, totalement. Avec Terraform, il y a ce qu'on appelle des Terraform enregistrés. On va même pouvoir push certaines de nos données. On verra après. En fait, ça s'appelle des modules. Et en fait, les modules, ça a pour but d'être réutilisés. Imaginons que dans une infrastructure, vous déployez toujours le même type de VM avec les mêmes réseaux, les mêmes sous-réseaux et ainsi de suite. Et ben en fait, ce que vous allez pouvoir faire avec Terraform, c'est créer des modules. Et en fait, ces modules-là pourront être réutilisés autant de fois qu'on le veut en se connectant par exemple à une registrie privée Terraform. Ça fonctionne à peu près comme Docker, en gros, sur ce Ok. point-là. Euh, un autre point intéressant, donc, quand on communique, quand on veut créer des ressources sur par exemple Azure, on a parfois besoin d'informations sur d'autres ressources. Et c'est ce que nous permet le data source. Donc, en fait, data source, c'est une source de données extérieure qui va être constante, qu'on va pas, en fait, qui va être simplement read, elle ne peut pas être modifiée. Et en fait, on va pouvoir, grâce à ça, récupérer des informations dont disposent les providers sur des ressources en particulier. Donc, typiquement, si je veux récupérer des informations sur une VM qui s'appelle, je ne sais pas, Tutu, je vais aller simplement euh, un nom, enfin créer une data source via le mot-clé data. Je vais encore une fois préciser le provider, donc là, c'est AWS encore. Et je vais aller lui dire, voilà, je veux, donc most recent, c'est pour dire je veux le plus récent, la VM qui a été créée le plus récemment. Owner, donc on va préciser qui la possède, donc là en l'occurrence c'est nous, donc on met self. Ensuite on va pouvoir la taguer, donc ça c'est ce qui va nous permettre en gros de faire des filtres, notamment sur le nom, sur est-ce qu'elle est déployée, sur la taille qu'elle fait, ainsi de suite. Et grâce à ça, on va pouvoir les récupérer des informations qui vont nous être utiles. Voilà. Le Ok. data source, en réalité, on va pas l'utiliser. Nous, dans nos exemples, en tout cas aujourd'hui et sûrement dans la prochaine partie, on va pas le montrer parce que le data source, c'est pas forcément utile si on va pas récupérer des informations du provider. Ok. Et enfin, le point le plus important de Terraform, c'est les variables. Les variables, et là est tout l'intérêt de Terraform, c'est que ça va nous permettre de réutiliser notre code parce qu'on va simplement préciser que, par exemple, on va donc utiliser le mot-clé variable, on va lui donner un nom et ensuite on va lui donner un type et une valeur. Là, on voit qu'il y a marqué un default US West. Ça, en fait, ça veut dire que on va rentrer une string, donc il est du type string, une liste de strings plutôt. Et dans cette liste, nous, on n'a qu'une seule string qui est US West 1A. Et donc, dans Terraform, on peut créer plein de variables différentes avec plein de types différents. On peut leur mettre des valeurs par défaut, mais aussi on peut demander à l'utilisateur lors du déploiement de rentrer une valeur. Et ça, c'est très intéressant parce que imaginons que vous voulez créer sous Terraform un type de VM en particulier, sauf que vous voulez aussi potentiellement changer la taille, mais pas avoir à recréer votre code. Et bien simplement, dans votre code, vous irez appeler une variable, et cette variable, vous demanderez à l'utilisateur de rentrer ces informations dedans quand vous le souhaiterez. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, quand Terraform ira récupérer la valeur de cette variable-là, que vous aurez rentré lors de l'exécution, il va se dire, OK, donc c'est cette taille de VM que je dois déployer, et ça devient en fait du coup modulable, ça devient interchangeable, et c'est ça qui est intéressant. On peut donc réutiliser du code Terraform pour déployer tout type de ressources sur un même provider. Une question. Oui, Est-ce que il y a un système un peu sécurisé pour de ce que je comprends de la question, éviter d'avoir des passwords en clair ou des connection strings en clair directement dans alors les oui, il y en variables, a. des Ouais, il y en constantes. a. On peut Mhm. utiliser en fait des variables cachées et on peut récupérer des informations depuis des variables, des fichiers. Ok. Donc ça nous évite d'avoir les variables en clair. Et voilà. Merci beaucoup, DGU de Lyon. Tu es très gentil, toi aussi.
on va avoir un autre concept qui est l'output, qui est important sous Terraform. L'output, ça va nous servir en fait simplement à afficher certaines choses sur Terraform. Par exemple, ici, je vais vouloir afficher la valeur HTTP, donc une URL en question, et l'IP ou le DNS, je ne vais pas vouloir l'afficher tout le temps, parce que, imaginons que je veux qu'il soit crypté, encrypté, et ben, je vais pouvoir mettre une précondition à l'output. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'output me permet d'afficher n'importe quoi. Si j'avais mis value tutu, ça m'aurait affiché tutu. Là, en l'occurrence, grâce à ma précondition, je peux aller vérifier que mon DNS est bien encrypté. S'il ne l'est pas, je peux renvoyer une erreur message, une erreur, tout simplement un message d'erreur, pour dire attention, là, ce n'est pas crypté, donc je ne vais pas t'afficher le contenu que tu souhaites. Ce qui nous permet aussi de débugger du Terraform, même s'il y a rarement des bugs, étant donné que c'est du déclaratif pour créer des VM ou des choses comme ça. Ok. Euh, on va avoir donc ce que je parlais tout à l'heure, les modules. Donc ça nous permet de réutiliser du code, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une sorte de système d'abstraction de Terraform. On va pouvoir donc préciser. Alors le module en soi, il n'y a pas de code dedans. On va simplement aller référencer une source, donc en fait un dossier qui va contenir notre module. Grâce à ça, ce qui va se passer, c'est que nous, on va aller récupérer toutes les informations qui sont dans notre dossier, donc de configuration lambda, hein, ça va être des ressources, des variables, des outputs, etc. Et en fait, il va les stocker dans un module en particulier. Ce module-là, on va pouvoir lui donner une version et on va pouvoir lui préciser plein d'autres informations. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur la source et la version. Une fois que on aura donc choisi un module, qu'on aura créé notre module, notre premier module, qu'on lui aura donc, déclaré la source et sa version, on va pouvoir le push sur une registry, un peu comme on fait avec Docker pour nos conteneurs. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on pourra aller récupérer ce module-là en ligne quand on en aura besoin, par exemple, pour une organisation, c'est très pratique. Alors, on a une question de, je crois que c'est un ID 9474, qui nous dit qu'il arrive un peu en retard, ah là là, et qui voit pas mal de références à AWS. Est-ce que c'est pas censé être cross-platform? De ce que j'ai compris, oui, puisqu'au début on a parlé aussi de Azure et j'ai même vu par Google, je sais plus quoi. Alors, en fait, c'est utilisable sur toutes les plateformes. Il y a, je crois, plus de 1000 providers différents sur Terraform, si ce n'est Correct. plus. Donc, si, on peut l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, en tout cas sur la majeure partie des plateformes qu'on veut, donc par exemple Google, AWS et Azure. Mais en fait, tous les exemples Terraform sur la documentation officielle sont faits en AWS par défaut, hein. On peut aller prendre des exemples sur Azure, mais sur les pages d'accueil que vous allez avoir sur Terraform, il n'y aura que de l'AWS parce que Terraform de base a été développé en collaboration avec AWS, tout simplement. Une Voilà. autre question. Quand on crée une VM, donc avec Terraform, enfin, ou quand on lance, si tu veux, un script, comment on est informé du déroulement ou du résultat positif ou négatif de ce script, notamment si tu as lancé la création d'une VM, savoir si ça y est, c'est fini, et ça a bien marché. Voilà. En fait, tu as plusieurs commandes sur Terraform, on va les voir par la suite. Et en fait, il y a une commande de Terraform qui est Terraform Apply, qui va en fait appliquer donc, tes fichiers de configuration sur le provider choisi, dans le fichier de configuration. Et en fait, ça va te renvoyer directement si tes ressources ont bien été déployées ou s'il y a eu un problème. Par exemple, si dans une de tes ressources, je te donne un exemple, tu veux créer un Docker, mais tu as besoin d'un sous-réseau ou des choses comme ça, ou tu veux créer une VM et tu veux déployer un sous-réseau sur cette VM, qu'est-ce qui se passerait si ta VM n'existe pas? En fait, quand tu vas faire Terraform Apply, tu vas avoir une erreur et il va te dire, je ne peux pas déployer ce que tu me demandes parce qu'il me manque une ressource que tu as mal référencée ou qui n'existe pas. Mhm. Et à l'inverse, si tout se passe bien, il va te dire, j'ai bien pu déployer l'ensemble de ce que tu m'as demandé. Il va remettre ce que tu lui as demandé, c'est-à-dire qu'il va te dire, bah, j'ai déployé deux VM de ce type-là, un sous-réseau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va te faire une sorte de compte-rendu après qu'il ait bien appliqué tout. Voilà. En plus, c'est Ok. assez visuel parce que sur PowerShell, par exemple, ça va être affiché en rouge s'il y a un problème et ça va être affiché en vert si tout a bien été exécuté. Donc c'est plutôt clair. Mhm. Oui, c'est bien, ce sont des couleurs qui sont assez compréhensibles. On a une question du fameux Oui. Jouchéri
qui certainement n'était pas là au début parce qu'on a déjà en partie répondu, j'imagine. Du coup, c'est quoi l'effort si on veut changer de plateforme? Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même un effort du fait que chacune des plateformes arrive avec sa propre, comment dire, ses propres Syntaxe. constantes, ses propres Ouais. syntaxes. Et donc, Ouais. tu vas pas pouvoir juste dire, OK, je switch de AWS et je mets Azure à Exactement. la place. Et ça se fait. Ça va Donc, pas être possible. non, Ouais, pas non, possible, ami. ça va pas être possible. C'est un gros point qui est reproché à Terraform parce que effectivement, on peut pas changer comme on veut. Mais Terraform l'explique en disant que on retrouve pas les mêmes ressources chez tous les providers. Hmm. On retrouve pas la même manière de préciser des informations sur ces ressources-là. Et surtout, on n'a pas les mêmes types. Par exemple, sur une VM Azure, le plus petit, c'est D1 V1, je crois. Et sous AWS, c'est micro. Et du coup, on va pas avoir les mêmes noms, les mêmes nommages. Hmm. Terraform pourrait faire l'effort de, par exemple, faire une Oui, d'avoir registre une de table de, nommages. ouais, bien sûr, de C'est ça, sauf que correspondance. Terraform dit que, en gros, ils ne veulent pas avoir à gérer ça parce que le but est vraiment de faire notre configuration de A à Z sur nos VM, etc. Donc, ils veulent pas qu'il y ait de possibilité que ça soit mal interprété au moment du lancement. Et donc, actuellement, en tout cas, c'est pas le cas. Alors, Voilà. une autre question sur la partie qu'on a évoquée tout à l'heure sur le provisioning, le standard out, standard error. Est-ce qu'on peut récupérer la valeur, disons, dans un pipeline, par exemple, pour si cette valeur est OK, on fait Totalement. ceci. Ouais. Totalement DGU de Peut Lyon. totalement faire ça. C'est tout D'ailleurs, à c'est fait pour ça bon. que les outputs sont faits, c'est qu'effectivement, on peut avoir ces Merci beaucoup. valeurs-là qu'on veut récupérer, et on peut même créer donc, un autre type d'output qui est fait expressément pour ça, en l'occurrence. Impec. Merci. On referme l'accolade. On va avoir donc des commandes Terraform, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un CLI, donc en fait, on va pouvoir créer avec init notre directory. Donc, c'est simplement le dossier dans lequel on va travailler. Et ensuite, on a quelques commandes qui sont très importantes. On va avoir le plan qui, lui, en fait, va se charger. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'à chaque lancement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder s'il y a une différence entre le TF state et le provider. Donc, qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qu'on essaye de déployer. Et ben, le plan, c'est ce qu'il fait. Donc, en fait, quand on va lancer un Terraform, on va d'abord faire un Terraform plan pour voir s'il détecte nos changements. Mhm. S'il les détecte, il va nous dire, OK, ben, je vois que par exemple, tu as rajouté une VM par rapport à ce que j'avais déjà. Si c'est la première fois qu'on le lance, il va dire, je vois que je dois créer deux VM, par exemple. Et quand on va faire apply, il va créer ou modifier notre infrastructure directement sur notre provider. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les erreurs de retour et ainsi de suite. Ok. Donc c'est très important ces deux commandes parce que c'est vraiment comme ça que fonctionne Terraform. Aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, on peut voir des gens qui font directement des apply, etc. Non, Euh, faut faire plan c'est d'abord. c'est ça, faut faire plan d'abord parce que ça simplifie le boulot de Terraform et même au-delà de ça, c'est beaucoup plus clair pour le développeur quand il le fait. Exactement. On C'est va pas avoir bien le YouTube. Arrêtez. Arrêtez c'est YouTube, pas arrêtez toujours ça. bien. Mais oui. Euh, Validate, donc en fait, c'est simplement pour vérifier si on n'a pas fait d'erreur dans le fichier de configuration. Typiquement, ça nous évite de lancer le play qui charge pendant une Hmm. minute et qu'à la fin on se reçoit une erreur. Ah bah attends, là je viens de voir qu'il y avait un problème dans ton fichier de config. C'est dommage. Et le destroy qui permet en fait de détruire toutes les ressources qui sont référencées dans notre fichier de configuration. Donc en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller récupérer le TF state, il va voir tout ce qu'il a déployé, et quand on va faire un destroy, il va dire bah ok, je vois tout ce que j'ai déployé, j'ai toutes les ID de ce que j'ai déployé, bah, je vais supprimer toutes ces ID-là. Et donc en fait, Politique il va de la terre supprimer tout. brûlée. C'est ça. Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé d'idempotence. Donc, c'est un gros point de Terraform. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire si j'applique deux fois la même fonction, ça me donne toujours le même résultat. Si je l'applique une seule fois ou si je le fais deux fois, ça doit me donner exactement le même résultat. Ça ne doit pas, en gros, me Réimplémenter. faire un doublon. Hmm. Hmm. Exactement. Et donc ça, comment c'est fait sous Terraform? Ce qui va se passer, c'est que, Bah, comme en ça, on a la gros, formule à l'écran. Voilà. ouais, c'est C'était pas ça. compliqué, hein. Et en gros, Terraform, ce qu'il fait, lui, parce que l'idempotence, il faut savoir que c'est un point qui est très compliqué souvent chez les outils de YAS. Ça peut être très très compliqué à faire ou à mettre en place. Terraform le fait très bien. Lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va créer un graphe.
Et sur ce graphe, en fait, il va faire des nœuds qui sont reliés ou non entre eux. Bon, là, en l'occurrence, tous nos nœuds sont plus ou moins reliés à quelque chose. C'est Mhm. possible qu'on n'ait pas des nœuds reliés à d'autres trucs. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce graphe-là parce qu'on a ce souci-là de bah, ça, cette ressource dépend d'une ressource, cette ressource dépend de deux autres ressources, et ainsi de suite. Et on peut pas avoir en fait une idempotence correcte si on n'a pas ce chemin-là de codépendance. Donc en fait, Terraform il va créer un graphe qui va nous servir de visualisation de codépendance. Et lui, c'est comme ça qu'il sait si oui ou non il est à jour ou pas sur les configurations qu'on lui Mhm. demande. Et ça, c'est un gros point de Terraform parce que aujourd'hui, ça fonctionne très très bien et du coup, on n'a jamais de soucis là-dessus. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, Mais n'hésitez pas. c'était bien. Si vous avez encore des questions, parce qu'on a été plutôt pas mal sur les questions, merci le C'est chat. vrai. Merci le chat, pas mal. Pas mal, des questions intéressantes en plus, c'était pas mal. Ouais, alors attention, je vois une question. Est-ce qu'il y a des SDK pour générer le code Terraform en, entre guillemets, code, c'est-à-dire en .NET, TypeScript, Python, machin chose, plutôt que Non. le HCL qu'on a évoqué. Tout à l'heure, tu parlais de JSON, tu parlais de YAML. C'est ça. En fait, le YAML, c'est pour d'autres plateformes d'IAC. Mhm, Le Terraform aujourd'hui prend que le HCL ou le JSON. En l'occurrence, 90% des démonstrations sont en HCL. Donc aujourd'hui, on fait pratiquement que du HCL. Le JSON, c'est souvent quand on communique avec des machines, mhm. parce que justement, ça nous permet d'avoir un point un peu plus rapide en JSON qu'en HCL, même si le HCL est fait pour communiquer avec des machines en l'occurrence. Souvent, le JSON est utilisé encore pour communiquer avec des machines. Mais Ok. sinon, non, on n'a pas de SDK qui nous génère ça en .NET ou enfin en C# ou autre chose. Ouais. Une question sur le coût. C'est C-O-U-T avec un accent circonflexe sur le U. Mhm. Alors, le coût en termes de prix ou le coût en termes de Oui. performance? De Prix. prix. Alors, le coût en termes de prix, il n'y en a pas, c'est open source. On peut le télécharger et l'utiliser directement. C'est ça qui est cool. Le seul prix que vous aurez à payer, c'est le prix des ressources que vous déploierez sur les clouds publics, Très en bien. sachant que bah, du coup, sous Azure ou AWS, ça peut être différent. Les prix Oui, sont bien sûr. différents. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Et y a-t-il une quelconque IHM qui nous permette de nous y retrouver un petit peu? Un peu quelque chose de visuel, construction d'un workflow ou que Alors dalle? non, je sais qu'aujourd'hui, il y a des extensions VS Code à un moment, qui étaient en bêta. Alors, je n'ai pas suivi parce que au final, moi, je me sers que des fichiers. Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une extension VS Code qui essayait de faire ça, justement, pour nous rendre plus visuels via Mhm. des UML, des graphes UML, qu'est-ce qu'on essayait de déployer. Mais c'est pas encore, en tout cas, moi, quand j'avais arrêté de regarder, c'était pas le cas. Ok. Donc, non, pas pour l'instant. Voilà. Mais étant donné que c'est open source, gratuit et tout ce que tu veux, bon, Ouais, possible que ça arrive totalement. dans un futur proche, si tant est qu'il y ait un besoin. Et je pense que quand on commence à déployer des trucs un peu velus, le besoin est vite arrivé. C'est vrai. Impeccable. Bah dis donc, c'était drôlement sympathique ce Terraform épisode 1. Et il y aura d'autres Ouais, épisodes, mec. D'autres épisodes. Mais pas la semaine prochaine. Pourquoi? non. Parce que la semaine prochaine, je vais vous le dire tout de go. Ce ne sera point Kevin Ansar qui sera là. Ce sera suspense. Ce sera la session qu'on devait avoir la semaine dernière, mais le fameux Etem était dans la maladie. Dans la maladie la plus horrible, mais il s'en est sorti, heureusement. Et nous voici donc pour mercredi 12 avec Azure, Active Directory, B2C. Ça va être cool. Et c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Kevin, c'était cool. Merci le chat. Non, le pauvre, quand même pas. Attends, il nous devait un épisode. Il n'est pas venu pour cause de soi-disant maladie. Donc le pauvre nous, déjà. Le pauvre, comment il s'appelle, Lionel qui était obligé au pied levé, le mec était comme ça, quoi. Il penchait de côté, de nous faire une session la semaine dernière. Donc bon, un peu pauvre de nous. Merci, salut, à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.